Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un nouveau podcast ? Ça s'appelle We Love Série et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois, et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Pour la collection du moment, on s'intéresse à Game of Thrones. Notez bien, We Love Série, tous les mardis. Quand j'ai vu ta caricature, le mec qui a fait ta caricature, le premier truc que je me suis dit, putain, on dirait Roselyne Bachelot, qu'est-ce qu'il fait? Ça va pas. Pourquoi tu ressens ça? Je sais, parce qu'en fait, il parle de Roselyne Bachelot. On y va là, parce que ça commence à dévier le truc. Mais... Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit: T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle nous connaît dans les coins, la frangine. Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Julien. Salut Clémence. Eric. Bonsoir. Et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, celui grâce à qui nos voix ont l'air suaves et notre diction semble parfaite. Bonsoir Alain. Salut. Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, sortez vos mouchoirs. On va parler de Cherry, le dernier film des frères Russo. Oui, j'ai dit sortez vos mouchoirs parce que moi ça m'a fait pleurer. Mais pas vous. Cherry, c'est aussi le nom du personnage principal, un jeune étudiant américain qui décide de s'enrôler dans l'armée suite à un chagrin d'amour. Formé pour être aide-soignant militaire, il est envoyé sur le front en Irak pour 2 ans, commence alors une longue descente aux enfers. À son retour, le jeune homme souffre de stress post-traumatique et sombre dans la drogue, entraînant dans son sillage sa petite amie Emily. Cette histoire tragique, elle est inspirée d'une histoire vraie, puisque c'est l'adaptation du roman semi-autobiographique de Nico Walker. Vétéran de la guerre d'Irak, ancien drogué, il a écrit ce livre alors qu'il purgeait une peine de 11 ans de prison pour vol avec violence. L'ouvrage a d'ailleurs été publié alors qu'il était encore derrière les barreaux. Derrière la caméra, Anthony et Joe Russo, arrivés tout droit de l'écurie Marvel, ont leur droit, entre autres, les 2 derniers opus de la saga Avenger, Infinity War et Endgame. Ici, exit les super-héros, les 2 frères changent radicalement de registre, avec un drame bien ancré dans la réalité. Mais est-ce que ce changement de ton convainc ? Qu'en pensent nos chroniqueurs ? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Julien, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu ici. Ça fait longtemps, c'est vrai. Pleure. Non, je déconne. Flûte. Flûte. Épuisant. Scorsese. Joker. Ok. Bon, ça laisse un petit peu planer le suspense quand même sur votre avis de fond. Vous avez aimé, vous avez Moyen, pas aimé. On va voir ça tout de suite. Alors, on commence avec toi, Julien, puisque ça fait vraiment très longtemps qu'on t'a pas vu. Par où commencer ? En fait, je pense que le truc qui est assez étonnant et le plus flagrant, c'est la forme, en fait. Je sais qu'il faut pas séparer le fond de la forme, tout ça, gna gna gna. Mais en fait, c'est assez étonnant, mais je vais y venir, en fait. Je vais venir aussi au fond, c'est-à-dire que cette forme est... Pour moi, ce qui est assez impressionnant, c'est que je trouve que les Russo utilisent toutes les tropes en fait du cinéma d'auteur, on va dire vivifiant, indépendant, américain et anglais principalement de ces, allez, on va faire large, 40 dernières années, mais de façon parfaitement dévitalisée, sans aucune imagination. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de voir une espèce de compilation, de manuel, de tout ce que j'avais pu voir chez... Rico a parlé de Scorsese, chez évidemment Kubrick, ça c'est probablement la référence la plus évidente, la plus criarde et aussi peut-être la plus assumée, mais tu pourrais citer, je sais pas moi, Danny Boyle, tu pourrais citer les frères Cohen, tu peux citer voilà, Aronofsky aussi. Ouais. Aronofsky, évidemment. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là et tout. Sauf que
c'est pas tant que c'est vide de sens, c'est que c'est jamais habité. C'est un film qui est incroyablement emprunté et qui, pour moi, du coup, génère une véritable. C'est irritant en fait de voir ça. C'est-à-dire que toutes ces manipulations en fait visuelles, dans le bon sens du terme, sont nées parce que tous ces cinéastes-là avaient besoin d'exprimer des sentiments qu'ils n'arrivaient pas à faire passer, disons, par une mise en scène plus naturaliste, on va dire, plus réaliste. Mais c'est pas le cas en fait chez les Russo, c'est qu'ils font à la façon d'eux. Et c'est particulièrement problématique sur un film qui se positionne comme justement une espèce de cri du cœur, comment dire, organique, pas du tout réfléchi, en tout cas pas mercantile, et même qui va à l'encontre de tout ça, quoi. Et moi déjà, c'est deux bonhommes que j'aimais pas trop déjà chez Marvel. Tu sentais en fait qu'ils faisaient déjà ça chez Marvel. Je me souviens surtout de leur premier Captain America où ils reprenaient à leur compte de la même façon en fait qu'ils le font pour Chéri. D'ailleurs, je trouve certains archétypes plastiques qu'on pouvait voir apparaître dans le cinéma politique américain des années 70. Donc des gens comme Pakula par exemple et tout, et il l'adaptait en fait au truc Marvel. Alors à l'époque, je n'avais pas développé l'antipathie que j'ai aujourd'hui pour les Russo, et je m'étais dit bon, ils tentent au moins quelque chose. Je trouvais que le film était très mauvais déjà, mais je me dis ils tentent quelque chose. Mais là c'est pas pareil. Chéri, c'est pas censé être un film de studio, c'est un film indépendant qu'ils ont produit en partie avec leurs propres deniers, je pense, parce que c'est leur boîte de prod qui. Tout à fait. Il y a une bataille entre eux et la Warner notamment. Voilà, pour acquérir les droits du livre. T'es plus au courant, mais c'est normal, t'es une fan. Mais donc voilà, et en fait, tout ça donc ça se dévitalise. Pour moi, ça se sent notamment dans le traitement des personnages. C'est-à-dire que je trouve que très paradoxalement, alors que notamment l'investissement de Tom Holland, dans les faits, il est là, il est indéniable, mais je le trouve hyper lisse, hyper propre en fait, le mec de A à Z. C'est-à-dire que même quand il est censé être un peu déglingue, un peu cracra et tout, mais j'y crois pas, c'est pas habité, c'est pas là, c'est encore une fois extrêmement emprunté, quoi. Et je viens enfin au fond, c'est-à-dire que je pense aussi que tout ça n'est pas anecdotique et n'est pas sans conséquence sur ce que le film raconte, et je trouve que le film est au final extrêmement réac. C'est-à-dire que je spoil, mais ce qui m'a énormément choqué, notamment à la fin, c'est que au final le salut en fait du personnage ne vient pas de lui-même. En fait, il vient tel qu'il ça t'est présenté. Tu te dis qu'il y a une terre de salut là-dedans et qui est la prison, et que finalement, une fois qu'il arrive en prison, ça t'est présenté comme un endroit, certes, de temps en temps, tu peux dire ouais, c'est peut-être un peu dur, mais en tout cas, c'est très propre, c'est très nickel. Il n'y a pas de conflit. Tout à coup, dans le film, c'est une espèce de truc extrêmement planant à ce moment-là. C'est les 3 dernières minutes. Oui, mais il n'empêche que c'est très important, et tu peux évidemment contrecarrer ce que je suis en train de dire en me disant mais non, ça vient de lui, de son cheminement et tout, sauf que moi je suis pas d'accord. Je pense que la façon qu'a le film de te présenter, j'ai même pas envie de dire que ça prête à confusion, c'est-à-dire que c'est là, t'as pas l'impression que c'est lui qui se reprend en main, t'as l'impression qu'il est enfin dans un truc aux États-Unis qui pourrait fonctionner et pourrait enfin lui permettre de sortir de cet univers très, très, très vicieux. Donc moi ça me gêne extrêmement, et finalement le seul on va dire discours véritablement comment dire, subversif, on va dire, ou critique du moins, parce que c'est pas subversif comme film pour moi, mais vis-à-vis des États-Unis, c'est vis-à-vis éventuellement du recrutement à l'armée et éventuellement de la guerre. En gros, c'est un film qui te dit que la guerre c'est pas bien, quoi, et que ça fait des dégâts. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois quand tu t'as retiré au film tous ces oripeaux, alors c'est horrible de dire oripeaux parce que encore une fois il emprunte à des gens que j'aime beaucoup moi dans le film, mais dans le film moi je trouve que c'est des oripeaux. Donc une fois que tu as retiré en fait tous ces oripeaux et tout, que tu te retrouves avec la substantifique moelle de ce que finalement le film te raconte. Pour moi, c'est d'une vacuité hallucinante qui ajoute à mon irritation vis-à-vis du film, c'est-à-dire vis-à-vis de cette espèce de machin qui essaye de se positionner comme un gros brûlot anticapitaliste. Et puis, je veux dire, même quand il pose en fait justement ces trucs un peu anti-système et tout, c'est pareil, c'est tellement grossier. Je vais citer juste un exemple, puis je laisserai la parole à mes collègues parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais par exemple, il y a un exemple moi qui m'a
particulièrement frappé, qui est il braque des banques, beaucoup de banques, le personnage, dans la deuxième partie, enfin dans le dernier tiers, on va dire, du film. Et ce ne sont évidemment que des banques imaginaires. Pour moi, le culot, ça aurait été justement de ne pas mettre des banques imaginaires. Mais non seulement c'est des banques imaginaires, mais il faut voir le nom des banques. C'est-à-dire que moi, je me faisais tellement chier que j'essayais de vous lire les noms des banques. Et en fait, carrément, je crois que t'as fucking Bank of America, un truc comme ça, quoi. Non, Bank Fucks America ou un truc comme ça. Et c'est que des trucs comme ça. T'en as une qui s'appelle no Credits ou un truc comme ça. Et t'as envie de dire, mais c'est complètement con. Enfin, je veux dire, qui fait ça, quoi? Mais ça, c'est un gimmick qui revient à d'autres moments. Parce que, par exemple, quand il est envoyé voir le médecin de l'armée qui doit diagnostiquer qu'il a un stress post-traumatique, on voit que c'est docteur whomever, et en fait systématiquement personne n'est nommé de manière explicite, il n'y a pas de marque. Oui, parce que alors tu peux dire ça n'aide pas à rentrer dans le film. Oui, mais si tu veux, là c'est pareil, c'est-à-dire que tu sens bien que les mecs ont, je vois leur argument d'ici, parce que il se trouve que moi j'ai interviewé Anthony Russo. Et c'est aussi le truc que je pense. Alors, j'ai essayé de faire abstraction de ça quand je voyais le film. Je veux pas faire croire que ça a biaisé ma vision du film. Mais moi, je l'avais interviewé pour Civil War. Et c'est un des réalisateurs les plus à la botte d'un studio que j'ai jamais rencontré. C'était un truc incroyable. Il maniait une langue de bois. Je vais pas revenir parce que ce serait hors sujet tout sur les propos et tout, mais c'était incroyable. C'est-à-dire, dès que tu essayais de le confronter au système Marvel, ce qu'on lui a imposé, tu vois, notamment, je me rappelle sur la présence de Spider-Man, le mec disait non, ça vient de nous avec mon frère. Il se positionnait déjà comme un grand auteur, alors que c'était évident que si Spider-Man était là, c'est parce qu'il y avait derrière une bataille juridique avec des gros sous et tout. C'est une évidence que ça vient pas d'eux, tu vois. Mais malgré tout, le mec, il essayait de se faire passer pour une espèce d'auteur indépendant. Mais tu sais, je fais une petite parenthèse. Et c'est évident finalement que le mec fait un truc comme Chéri. Aujourd'hui, j'ai fini ma phrase. Ouais, non, je t'en prie, mais parce que tu voulais laisser la parole. Donc, voilà, oui, non, mais t'as tout à fait raison. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, je suis assez d'accord. Et merci, Rico. Bon, ça peut arriver, mais. Et en fait, quand tu vois leur premier film, Welcome to Collinwood, moi je me souviens, je l'avais vu en projection de presse, et au bout de 20 minutes, 30 minutes, je dis c'est quand même bizarre, ça me rappelle quand même un film. Et après, je m'aperçois en fait que c'est un remake d'un film, mais ils l'ont pas dit en fait, du Pigeon de Mario Monicelli. Et en plus, c'est un remake très très naze, en fait. Et en fait, ça, in fine, en fait, j'ai l'impression que ça a donné le là, comme on dit, au reste de leur filmographie, quoi. Où en fait, effectivement, ça va emprunter à gauche à droite beaucoup plus à la cinéphilie qu'à l'expérience vécue. Et ça se sent particulièrement de Chéri qui parle de sujets graves et qui est, pour moi, complètement pas habité. C'était Alors, en plus, il y a aussi les frères Cohen, parce que mine de rien, c'est censé ressembler à ça, tu vois, à la fin, Bienvenue à Collinwood, quoi. C'est que par voie c'est comme si, dans leur esprit, c'était les frères Cohen qui avaient fait un remake du Pigeon sans dire que c'est un remake du Pigeon. C'est voilà. Rien, ce film. Je pense que c'est pas tant que ça a donné le là, que en fait, je pense qu'ils sont pas capables de faire autre chose. Déjà, moi, je pense que le positionnement du film, pourquoi j'ai dit Joker, c'est parce que ça me fait penser, en fait, à la même logique, à la même démarche, en fait, que le réalisateur de Joker, là, dont j'ai oublié le nom, là, Todd Phillips, qui d'un seul coup, en fait, se dit faut que je fasse ma grande œuvre, tu vois, sur un sujet de société, etc. Et c'est quand même mieux Joker, hein, je trouve. Moi, je trouve ça tellement détestable, Joker, que voilà, je peux pas aller dans ton sens, Eric. Tu vois, je n'en ai pas d'accord. C'est la peste et le choléra. Voilà. Et puis bon, c'est un film qui, moi, j'ai l'impression est totalement oublié aujourd'hui par rapport au barouf que ça fait à l'époque, quoi. Donc il y a cette espèce de truc où attention, on a fait des films de super-héros et tout ça, etc. On les assume, ce que tu veux, etc. Mais on va faire notre film d'auteur à nous. Je crois qu'ils ont même dit que c'était leur film le plus personnel, quoi. Et j'ai envie de dire, qu'ils se démarquaient vraiment, ça marquait leur sortie de bon, ils vont y revenir, hein, ou ils vont faire autre chose, tu vois. Là, je crois qu'ils ont commencé leur film d'action pour Netflix ou je sais pas quoi. Mais en fait, le truc, c'est qu'un truc en plus hyper cher à 200 patates, enfin voilà. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, faire un film personnel en allant chercher justement en fait le cinéma des autres, il y a une démarche qui déjà me dépasse. C'est-à-dire que, en fait, en gros, ce qu'on reproche, enfin moi, ce que je reprocherais entre Frères Rousseau sur un film comme Chéri, c'est pas seulement en fait de pomper Scorsese, Kubrick, Aronofsky, etc. C'est de les pomper spécifiquement dans ce que ça raconte. Ils ont besoin d'un côté chronique. Hop, ils vont faire un truc à la Scorsese. Ils ont besoin en fait d'un entraînement militaire. Hop, ils font le truc de Full Metal Jacket. Ils ont besoin de montrer que les mecs sont drogués. Hop, en fait, Requiem for a Dream. Et en fait, tu te dis, ok, donc en fait, vous avez même pas cherché à comprendre. Alors moi, j'aime pas Requiem for a Dream, mais par exemple, vous avez pas cherché à comprendre les démarches artistiques de mise en scène d'un Scorsese qui, pour le coup, quand il fait ça dans Mean Streets, par exemple, parce que c'est là que ça a commencé, en fait, il se réclame du néoréalisme italien.
Donc en fait, le souci pour moi là-dedans, c'est qu'il est allé chercher non pas un genre, mais un style en fait, si tu veux, de mise en scène, qui s'est réapproprié par le biais comment dire, de sa connaissance cinéphilique. Là, il n'y a pas de connaissance cinéphilique. Le truc le plus hallucinant, c'est quand on arrive justement à comment dire, ce que j'allais dire à leur période Kubrick, tu vois, en fait, c'est carrément le film qui change de format pour adopter le format de Full Metal Jacket. Et là, t'as envie de leur dire le 1,66, tu vois. Et là, t'as envie de leur dire, mais c'est pas parce que vous faites ça que vous faites la mise en scène de Kubrick. Enfin, arrêtez de fumer la moquette. Enfin, comment vous réfléchissez, tu vois. T'as envie de dire, mais ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire que Cherry, c'est pas un film postmoderne non plus, tu vois. Je pense pas. Hein. Non, c'est un film qui est censé être fluide et limpide. Voilà, c'est ça. Donc, t'as envie de dire, mais pourquoi, en fait? Pourquoi rendre tous ces trucs-là aussi patents? Pourtant, c'est vide de sens complet, quoi. C'est vide de sens, et c'est pour ça qu'en fait je fais la comparaison avec Joker. C'est-à-dire que en gros, la question que tu te poses, on te demande pourquoi il change de format ou ce genre-là. Enfin moi, là, il y a un plan. Je sais que c'est un plan dans le film, mais pour moi, il est pas possible que ça soit un plan anodin parce que tu as envie de dire, mais pourquoi vous avez fait ça? Vraiment. C'est-à-dire le plan avec la caméra dans le trou de balle de Spider-Man. T'as envie de dire, mais oui, il y a vraiment un plan comme ça dans le film. Voilà, c'est ça. Donc il se fait ausculter par le médecin. Et en fait, les mecs ont décidé de mettre la caméra dans le trou de balle pour te faire un plan. Et tu peux pas ne pas le voir, en fait. Bon, apparemment, toi, t'as cligné des yeux. J'ai cligné des yeux à ce moment-là. Ouais. Non, mais vraiment, je suis passé à côté. Voilà. Et là, à ce moment-là, pour moi, je pense que ça passe ou ça casse. En fait, ça te dévie complètement le truc. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est même pas que ça m'a dévié parce que j'étais pas dedans. Mais là, d'un seul coup, je me suis dit, ok, donc soit c'est un truc esthétique assumé, et vous le faites de manière générale sur un film de 2h20, soit en fait vous donnez un sens à ce que vous avez fait là. Et il n'y a pas de sens. À mon sens, c'est ça le vrai souci que j'ai avec ce film. C'est-à-dire que en fait, c'est pour moi... et je suis désolé parce que je sais que t'as pleuré et tout, mais attends, non, mais en fait, c'est pour moi, en fait, pour moi, c'est une puberta, ce truc. C'est une pub, tu vois, c'est un truc en fait où si tu veux, c'est que des effets de manche. Ça peut pas marcher. Enfin, moi, je suis pas rentré dedans. Et effectivement, là où je suis d'accord aussi avec Julien, c'est que j'aime beaucoup, moi, à la base, Tom Holland. Je trouve que c'est pas un mauvais acteur, malgré le fait que, comment dire, il tourne dans des films que j'aime pas, de manière générale, qu'il a l'air d'avoir 12 ans, donc c'est quand même difficile de lui filer des rôles matures, tu vois. C'est un peu ce qu'il joue à la fin, si tu veux, donc c'est un peu dommage, tu vois. T'y crois pas une seconde. Il a une moustache à la fin. Et voilà, il a une moustache, tu vois. Donc, mais le truc, si tu veux, c'est que, en fait, moi, je l'achète pas en fait dans ce rôle-là parce qu'effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui a un niveau de vie très propre, très clean, il doit pas boire, il doit pas se shooter, il doit rien faire. Donc ça fait partie du truc emprunté, c'est-à-dire que de la même façon que les Russo, ils connaissent pas ce dont ils parlent. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent, quoi. Je pense que lui, il connaît pas ça non plus, qu'il a en tout cas pas vécu de l'intérieur vraiment, quoi. Et pour compléter ce que tu dis, en fait, je pense surtout que, en gros, à la distinction d'un mec comme Joaquin Phoenix, tu vois, qui est pareil, moi je trouve sa prestation absolument nulle enfin, c'est un mec qui se voit jouer, qui se regarde jouer. Quand je regarde le Joker, tu vois, bah lui, tu sais qu'il est un peu déglingo. Donc bon, à la limite, si tu veux, ça peut passer, quoi. Mais là, l'autre, il est trop propre. En tout cas, il a pas le bagage, tu vois, pour jouer un rôle comme ça. Donc c'est là où, en fait, si tu veux, je suis pas rentré. Enfin, voilà. Et après. Oui, des gros plans Tom Holland, je me suis dit, putain, il a une belle peau, quoi. Putain, je me demande quelle crème il prend, tu vois. Ça vous a passé, il est tout nickel, quoi, le mec, c'est hallucinant. Enfin bon, on a beaucoup de laisser jamais dans parler, le film, en fait, ils ont vraiment l'air de vrais junkies. En fait, c'est toujours... Enfin, même quand ils se vomissent dessus, tu vois bien que c'est un mélange de blédina qu'on vient de lui mettre dans la bouche ou un truc comme ça. Même le vomi, il a l'air faux. Après, je suis d'accord avec à peu près tout ce que vous avez dit. Et je te rejoins, Stéphane, sur ce que tu disais. En fait, j'ai l'impression de regarder une bande démo avec tous les effets possibles et toutes les références possibles. Et tu dis, mais en fait, on dirait un premier film ou presque un film d'étudiant, évidemment, avec des très gros moyens. Mais je vais essayer de faire mon film de guerre, je vais essayer de faire ma petite romance teen movie, je vais faire mon film de braquage. Bon, il fait pas son film de prison parce que du coup, au bout de 2h20, ils avaient plus le temps. Ils se sont dit, on va le faire en 3 minutes et on va voir qu'il a une moustache qui pousse. Et du coup, voilà, on voit que le temps est passé. Et en fait, c'est hyper... moi, ça m'a fatiguée parce que je me disais, mais à chaque fois... Et alors, il y a plein de choses et qui sont bien faites si on les aime, mais c'est toujours décorrélé du sens. Et comme tu disais, là, ce plan à travers son anus, et tu dis, mais en fait, alors ça, je l'ai vu plein de fois dans des traumas, dans des séries B, des séries Z et tout.
mais qu'est-ce que ça fout là, quoi. Et moi, vraiment, à ce moment-là, j'ai fait non, mais c'est juste plus possible. Enfin, ça m'a vraiment sorti du film à ce moment-là, quoi. C'est une volonté, je pense, de le salir, le film, tu crois pas? Non, moi, je l'ai pris comme ça. Mais c'est hyper artificiel, du coup, de le salir comme ça, alors que tes personnages, ils sont hyper propres. Enfin, tu vois, la saleté, elle vient pas au bon endroit, en fait. Et ce qui est assez marrant de ce plan du cul, en plus, c'est que moi, je l'ai trouvé, l'anus, je l'ai trouvé hyper. Enfin, je sais pas si ça fait ça, mais il est hyper clean. Mais oui, mais c'est ça. Il est bien sculpté. Mais toi, t'es spécialiste. Tu vois la plastiline, là, comment ils ont sculpté le truc et tout. Je pense que c'est du silicone qu'ils ont. Mais tu vois, même quand ils le salissent, ça reste propre, tu vois. Oui, mais. Ça doit puer. Enfin, tu vois, normalement, tu vois ça, t'es à l'intérieur du cul, même de Tom Holland, je pense. J'ai vraiment l'impression d'être passé à côté de quelque chose d'important. T'aurais peut-être pas pleuré si t'avais vu ce plan-là, qui, tu vois. Ça se trouve, ça a complètement modifié ma vision. Ce plan-là aussi, il dit quelque chose. Je pense qu'en fait, les Russo, c'est des gens qui, depuis surtout les Avengers, qui storyboardent comme des malades. Ça se voit sur le film que tout est super, super storyboardé et prépensé. Et ça me faisait penser aussi à ce que disait à un moment Scorsese sur Marvel, où il disait en fait c'est pas du cinéma, quoi, parce qu'il avait cette impression qu'en fait il y avait aucun risque de prix dans les mises en scène et que tout était storyboardé, mais pas nécessairement par les auteurs, aussi pas mal par les studios. Et là, quand on voit ça, en fait, c'est-à-dire c'est censé être leur film personnel où ils reprennent les rênes, et en fait là on s'aperçoit qu'ils ont rien à raconter. Je pense qu'il y a un gros problème d'écriture aussi. Le film est scénarisé par leur sœur, je crois, et une autre scénariste ensemble. Et il y a un très très gros problème, c'est que tout est prévisible en fait dans le film, je trouve. Il n'y a pas ce moment inévitable où on se dit, ce mélange d'imprévisible et d'inévitable, pardon, où on se dit tiens, on est happé par qu'est-ce qui va se passer. Au contraire, en fait, ça suit des étapes de parcours héroïque très très mal digérées, parce que le mec a pas de défaut, parce qu'en fait il a pas de, comme le disait Julien, il a pas de conflit interne, tout lui arrive dans la tête comme ça, de manière un peu hasardeuse, et du coup en fait on a du mal à se plonger là-dedans, d'autant plus que ce que tu disais, Julien, c'est intéressant et je pense que les Russo, ils l'avaient même dit sur Avengers, que c'était une critique de l'Amérique, etc. Et là-dedans on voit... citait le Parrain 2, tu vois. Déjà je me rappelle sur le premier Avengers, moi, c'est Josh Brolin, c'est ce qu'il disait, ouais, les mecs m'ont parlé du Parrain 2, Et là, on voit en fait qu'ils essayent d'avoir une critique de l'Amérique, mais en fait, pour avoir une critique, il faut avoir évidemment quelque chose à dire. Et si on le compare à un film qui a beaucoup moins d'effets, qui a sans doute beaucoup moins d'argent, et qui aura malheureusement beaucoup moins de notoriété, qui est Dead Presidents, par exemple, des frères Hughes. Oui, j'y ai pensé aussi. Voilà, là, on se dit, là, c'est un film qui a un vrai propos, qui a une vraie raison d'exister. Alors, c'est marrant, c'est vrai, parce que en fait, cette problématique de reprendre Scorsese, c'est que c'est pas, en fait, on peut pas reprocher au Russo de le faire. Comment dire, d'être les premiers à le faire, hein, puisque tout le monde le fait depuis maintenant 25-30 ans, quoi. Notamment, bon là vous avez cité Dead Presidents, parce que c'est vrai que les frères Hughes s'en réclament, mais déjà, bon, je trouve que c'est déjà fait différemment, mais aussi par exemple Paul Thomas Anderson, enfin, c'est ce qu'il fait clairement quand il fait Boogie Nights. Mais le truc, c'est que ma problématique, en fait, c'est que eux, ce que font ces cinéastes-là, c'est qu'ils reprennent ce style. Ils le reprennent, si tu veux, pour raconter leur récit. Ils se disent, tiens, je vais raconter quelque chose de l'ordre de la chronique, de l'ordre de comment je vais mixer les voix off, les choses comme ça, etc. Scorsese lui-même, en fait, il se reprenait complètement. Enfin, quand tu vois Casino, c'est la version hyperbolique de son style, en fait, on va dire, tu vois. Et d'ailleurs, même, enfin, il a finalement, même quand tu vois The Irishman, c'est presque qu'on lui a reproché de pas faire, en fait. C'est-à-dire de lâcher un peu ce genre de truc, quoi. Et donc, pour essayer d'être objectif, on va dire, sur la problématique, le vrai problème, c'est pas tant qu'ils reprennent Scorsese ou Kubrick, c'est qu'à un moment donné, ils reprennent Scorsese et Kubrick à travers le trou de balle de Spider-Man. Pour moi, il est là le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie de dire, et pourquoi? Tu vois, enfin, expliquez-moi, c'est quoi votre logique? C'est-à-dire que tous ces plans, finalement, toutes ces images, toutes ces choses n'ont pas de sens. C'est-à-dire que, alors, et moi, j'en reviens à ma question initiale. Pourquoi t'as pleuré? Alors, je peux vous expliquer pourquoi j'ai pleuré, parce que j'ai conscience que c'est un film qui a des défauts. Alors, je vais peut-être pas l'expliciter autant en détail que vous, mais oui, j'ai vu qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher. Mais moi, ça m'a touchée parce que, justement, toi, Julien, tu trouves que le personnage, il a l'air d'avoir 12 ans, qu'il est lisse. Et moi, c'est sa jeunesse, en fait. C'est de voir ce gamin qui part alors qu'il est encore étudiant. Et c'est un bébé qui part faire l'armée. Elle a l'air, mais encore plus jeune que lui. Et il revient. En fait, les films de guerre qu'on voit avec des vétérans, quand tu dis un vétéran qui a fait la guerre, t'imagines un vieux mec qui a une barbe et qui dit « j'ai fait le Vietnam ». T'imagines pas un gamin de 21 ans à peine. Et
de voir les conséquences que ça peut avoir. Et donc là, on est bien au-delà de la mise en scène, on est sur juste ce que ça raconte dans le fond et ce que raconte le roman. Et comment la guerre peut détruire des gens. Je le sens pas, moi, ça, en fait, Clément. C'est ça, moi, le problème, c'est que je le sens pas, quoi. Et le truc aussi que je voulais dire, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Marie, sur le côté film d'étudiant et tout. Et c'est vrai que il y a presque un moment, j'ai eu presque l'impression de voir un film qui avait ses défauts par maladresse, c'est-à-dire par à un moment, je me suis dit, ça n'a pas duré très longtemps, je me suis dit peut-être qu'ils essayent de trop bien faire, peut-être qu'ils essayent de trop mettre en scène, parce que et moi je suis partisan aussi de ce cinéma-là, c'est-à-dire que moi je pense qu'il faut, que tu peux totalement tout storyboarder sur un film qui est en prise avec le réel, que tu peux être décorrélé d'une vision naturaliste des choses vis-à-vis du réel, etc. Et je me suis dit ils ont essayé de faire ça et puis ils sont perdus en chemin, sauf que en fait, et c'est là aussi où l'irritation est totale, c'est que je pense qu'en fait il y a un vrai calcul là-dedans, c'est-à-dire que c'est un film aussi qui, dans tout ce qu'on lui reproche, c'est une volonté en fait c'est putassier en fait vis-à-vis en fait de ce cinéma indépendant, viscéral en fait qui cite, et je le vois moi notamment à travers un choix dans l'équipe technique, et Thomas Siegel en fait, qui a un Thomas Newton Siegel, pardon, je crois que j'ai inversé un truc, mais qui a un directeur photo moi que j'adore, et qui est surtout un mec très très intéressant, qui a fait Les Rois du désert notamment, qui est aussi encore un truc qui est je trouve, David Russell et tout est pas mal cité aussi dans Cherry d'ailleurs, et qui est aussi, je pense qu'ils sont allés le chercher parce qu'il a justement une capacité à passer, on va dire, d'un échange dialogué plutôt tourné caméra à l'épaule, avec un peu sur le vif comme ça, avec des choses qui sont très travaillées, comme l'espèce de plan au drone là, qui ouvre la scène de guerre, par exemple, dans Cherry. Et tout ça est vraiment fait partie en fait du calcul en fait des Russo, de la même manière que ces mecs-là approchent avec un point de vue d'exécutif de studio les films qu'ils ont fait pour Marvel, quoi. Voilà. Et ça moi, ça me rend le film assez détestable, quoi. Après, moi j'aimerais bien rebondir sur un truc que Clémence elle a avancé, c'est-à-dire que moi, ce qui est difficile pour moi aussi émotionnellement, c'est pas seulement qu'une question de ressenti, c'est une question aussi de structure d'écriture, tu vois. C'est-à-dire que en gros, je pense que ce film il a un problème de représentation. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, la scène de guerre et tout ce qui se passe en fait en Irak et tout, t'as pas une seule fois l'impression que c'est en Irak. Et pas seulement parce que en fait, en gros, ils ont tourné en Californie ou je sais pas où, tu vois, en fait, pour avoir le désert, tu vois. C'est que et je demande pas un point de vue de l'ennemi, mais je demande un point de vue tout court de ce qui se passe là-bas, tu vois. Et là, tout ce qu'on a, je me suis fait cette réflexion quand ils sont en plein dans une scène de bataille, et en fait ils sont en train de tirer, je me suis dit, ils tirent sur qui ? On voit pas l'ennemi, on voit rien. Et après je me suis demandé comment ça se fait qu'on voyait jamais l'ennemi, comment ça se fait qu'on les voyait jamais en ville, comment ça se fait qu'on les voyait jamais en fait en dehors de la base et tout ça, etc. On les voit un peu avec les gamins. T'as l'interaction avec les enfants là. À un moment, ils vont aider quelques villageois. Ouais, voilà, bon, d'accord, tu vois. C'est le seul mais c'est vrai qu'effectivement, c'est et pour moi, et c'est surtout, c'est un truc d'angélisme à deux balles, tu vois. Je suis désolé, ce passage-là, tu vois, avec le personnage de Tom Holland. Mais le truc, si tu veux, c'est que je me suis dit. Pour moi, ça fait partie du côté un peu réac du film. C'est-à-dire, je vois pas le Oliver Stone donner un 4 juillet, puisqu'on parle encore là aussi, il y a des ponts avec ces deux films. Et là aussi, on voit bien comment la jeunesse est brisée, tu vois, pour le coup, d'en est un 4 juillet. Mais on est un 4 juillet, jamais il aurait fait un truc comme ça, je pense. Et surtout, le truc, c'est que comme tu vois pas tout ça, en fait, ça m'a fait poser la question mais en fait, on voit rien. C'est-à-dire, il y a une vraie problématique de représentation. Ça concerne pas que la scène en Irak, ça concerne tout le film. C'est-à-dire que, en gros, c'est un petit ange, ce gars. Tu vois, c'est-à-dire qu'il se drogue. Alors, il drogue sa nana, tu vois. Enfin, voilà, c'est une victime. Et en fait, c'est ce qui est problématique pour moi. C'est pour ça aussi que je rapproche ça de Joker, parce que Joker, je le vois comme ça aussi. Si tu veux. Pour moi, c'est vraiment le film, un film sur les victimes, si tu veux, mais qui, je trouve, en fait, s'assume pas parce qu'en fait, il passe justement à côté de ce qu'ils sont censés vraiment raconter, quoi, vis-à-vis des problématiques de la société, on va dire, tu vois, actuelles. Mais le problème là-dedans, si tu veux, c'est que émotionnellement, moi, je peux pas être attaché à un personnage, si tu veux, qui presque n'est jamais faillible.
Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, Mais je sais plus où j'ai lu ça, mais je disais que dans le bouquin, en fait, a priori, leur relation, en plus, elle est pas comme ça. Elle le trompait, ils s'engueulaient tout le temps, alors et du coup, ça, tu le vois pas. Et en fait, c'est pour ça, tu te dis, en fait, il y a du misérabilisme quand tu les regardes en te disant, oh, les pauvres, ils sont mignons, ils sont tout petits, ils sont machin, mais en fait, ils avaient une relation très compliquée et qu'ils se séparaient, ils se remettaient ensemble, ils se trompaient, machin. Et ça, tu le vois jamais. Tu finis sur quoi ? Tu finis sur elle qui vient le chercher à la fin en prison et. Mais ce qui serait extrêmement payant si justement en fait ils avaient traversé tout ça. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc. La motivation, enfin je trouve qu'une des plus belles motivations que tu puisses trouver un héros de cinéma, c'est de la culpabilité. C'est qu'il culpabilise quoi le personnage, qui commet un crime initialement dans le récit et qui se batte contre lui-même pour réparer ce crime-là quoi. Moi c'est ça aussi, c'est que tous ces films aussi qu'on cite, pour revenir à un 4 juillet qui peu ou prou a la même structure narrative, le personnage de Cruz, il tombe pas dans la guerre complètement par hasard, tu vois. Il y a une volonté là-dedans et tout, et le mec, il doit assumer le poids de ses actes. Là, le truc là-dedans, c'est que je dis pas qu'il aurait dû avoir le même parcours pour aller à la guerre. C'est pas ça ce que je mets, mais ce que tu dis, Marie, le fait qu'il l'ait gommé, ça c'est vachement intéressant. Parce que justement, il y aurait eu, ce couple-là aurait été faillible. Ils auraient eu des choses à se reprocher. Là, tu aurais eu une tension qui aurait fait vivre tout à coup les personnages, qui les aurait rendus humains. Tu as besoin de ça, en fait, dans ce type de film, quoi. Et là, c'est des coquilles vides. Puis le retournement, en plus, de quand elle décide de se mettre à se droguer avec lui, c'est hyper débile, en plus. C'est vraiment... c'est genre, ah, j'en ai marre, t'es tout le temps défoncé, bah, je vais me défoncer aussi. Et tu fais, ouais, mais quel incroyable ressort narratif, c'est fou. Et là, tout d'un coup, en fait, au lieu d'une analyse de ce que c'est que les gens qui se droguent, etc., on est direct dans un truc où les rideaux sont fermés, il n'y a plus d'obscurité, il n'y a que de l'obscurité. Et ils ont des maquillages pour montrer qu'ils sont complètement drogués, donc on passe à côté ils sont toujours à moitié à poil et mal sapés. C'est ça, et d'un portrait psychologique qui aurait été important là. Ça, et puis aussi de dire que la drogue, c'est cool aussi au début. C'est aussi, tu vois, ça aurait pu être intéressant, quoi, de dire qu'ils prennent leur pied, alors que là, juste le truc, c'est « Ah, ça m'a distance mes malheurs parce que j'ai beaucoup souffert ». Non, ça pourrait être beaucoup plus intéressant de dire, voilà, qu'ils sont un peu là-dedans, quoi. Et puis, bon, lui-même tombe dans la drogue assez bizarrement aussi, quoi, tu vois, finalement, c'est en un clin d'œil, quoi, comme ça, tu vois. Enfin, c'est ça, en fait, pour moi, c'est ça la problématique, en fait, si tu veux, c'est que, en gros, il y a que du comment dire même quand il braque en fait il y a toujours une nécessité si tu veux qu'il lui tombe sur la gueule en fait. Donc quand il se met à braquer des banques en fait si tu veux tu vois tu vois, quand le film commence et qu'il est censé être méchant et qu'il dit ah moi je leur gueule dessus pour leur montrer etc mais t'as envie de dire mais tu le fais jamais du reste du film. Oui parce qu'il fait toujours hyper attention à tirer sur personne, à blesser personne et à être limite poli quoi. Ce qui veut dire qu'à la fin dans cette problématique de représentation pour moi le souci c'est que en gros c'est un film qui veut surtout pas choquer son spectateur, si tu veux, éventuellement veut le faire pleurer, tu vois, voilà. Non, mais tu vois. Mais est-ce que je pense que c'est leur volonté. Est-ce que tu vas encore pleurer après tout ce qu'on, après toutes nos cochonneries là, tout ce qu'on a dit. Ah bah, je pense pas que je le reverrai. Je vais pas déplorer, alors je peux pas ravaler mes larmes. Mais pas ce que je te demande. Mais de toute façon, enfin voilà, moi je contrôle pas mes émotions. J'ai pas décidé de si j'allais pleurer ou pas avant de le voir. Mais faut pas écouter Julien, il se moque. C'est juste que je me moque absolument pas. Moi, j'ai envie d'avoir pleuré à cette merde. C'est une victoire quand tu pleures, c'est chouette quoi. Je vois pas un film pour me faire chier et m'énerver contre moi. Mais bon là c'est raté. Mais c'est intéressant en fait parce que ces gens-là qui ont fait deux Avengers là, quand ils se positionnent sur un film comme ça qui est censé mine de rien pour prendre un terme assez large être un peu politique, bah les gens qui ont vu leur film avant et qui connaissent un peu le cinéma, ils disent bah non les gars, non on vous veut pas en fait comme les mentors, les représentants de ce type de cinéma là, ça va pas en fait vraiment. Et ça c'est intéressant je trouve. C'est intéressant que dès le départ en fait c'est ce que je disais avec Stéphane quand on l'avait vu, c'est exactement en fait un peu mais vraiment au plan près quoi, le film qu'on attendait d'eux quoi, vraiment. Quand on n'est pas enthousiaste devant les Avengers. Ce qui, bon, après, il y a des gens qui aiment ça et qui le défendent bien. Moi, j'arrive pas à les regarder, ces trucs-là. Je trouve qu'ils sont trop... c'est trop calculé, storyboardé. Il y a trop de personnages. T'es remonté contre le storyboard, là, Rico. Qu'est-ce mais qui se passe, un peu parce que dans ce film... par eux, parce que dans ce film-là, je trouve que ça se sent beaucoup trop et que, effectivement, ça tue les accidents heureux qu'il pourrait y avoir dans les mises en scène et avec lesquels les grands metteurs en scène jouent.
joue beaucoup. Voilà. Mais c'est pas habité, je pense que c'est ça le truc de clé en fait. Mais tu vois, ça m'énerve pas chez Hitchcock, hein, qui storyboard tout, mais qui arrive à infuser ça d'une perversité. Hitchcock, ils l'ont cité, non, ils le citent pas, Hitchcock, c'est étonnant ça, pour le prochain peut-être, tu vois. Alors au final, ce film, est-ce qu'on le regarde ou pas? Oui, bah oui, finalement. 2 fois. Non. Et si on le regarde pas, qu'est-ce qu'on regarde à la place? Mais ça, c'est une bonne question. On est un 4 juillet. On est un 4 juillet, Dead Presidents. Hein. Moi, je trouve qu'il fait partie en fait de ces films-là et qui a un peu été oublié. Ouais. Bah, c'est-à-dire, vous allez sur IMDb, vous cherchez références, tu vois, et en fait, tu prends toute la liste et tu regardes ça plutôt que regarder Cherry. Non, mais enfin. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est qu'en fait on l'a déjà. Sur la partie prison, tu regardes la série. Mais la partie prison, c'est 3 minutes encore, Antoine. Ouais. Non mais voilà, donc c'est... Non mais le problème des prisons aux États-Unis, c'est pas rien. Encore une fois, je suis désolé de bloquer. Toi, tu bloques sur le trou du cul de Tom Holland en silicone. Alors je bloque sur je bloque sur le plan. Attention. Mais moi, je pense que cette prison, c'est encore une fois un truc important. Et aux États-Unis, le problème de la prison n'est pas un mince problème. C'est pas un petit problème. Et ce qui se passe avec les prisons, et ce qui se passe avec la place de la prison là-dedans. Donc c'est pas anecdotique. Encore une fois, que la résolution naisse là-dedans et de cette façon-là, je trouve. Ok, Julien. Non mais donc on le regarde évidemment, Clémence, pour se faire une opinion, voilà. Et pour donner son avis à la fin, oui. Dans le répondeur. Marie, une conclusion? Non, j'ai même pas de quoi conclure sur ça. Non, moi je le recommande pas, mais oui, faites-vous votre opinion et puis voilà, pour ce plan d'anus, franchement, ça vaut le coup. Il arrive qu'à 38 minutes à peu près, donc ça va, on peut s'arrêter après. Bon. Mais voilà, on restera là-dessus si vous voulez vous faire votre propre avis et voir en gros plan l'anus de Tom Holland. Hein. Vous pouvez regarder Cherry, c'est disponible sur Apple. C'est pas le sien. Je pense pas qu'il l'ait moulé. Je peux t'expliquer techniquement. Alors en fait, Cherry est disponible sur Apple TV+. Et vous en pensez quoi? Un petit mot, une courte phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de Sacrée sorcière, adaptation du célèbre roman de Roald Dahl par Robert Zemeckis. Une version pas parfaite, mais pas ratée non plus, selon nos chroniqueurs. Mi-figue, mi-raisin, comme dirait Yannick. Et nos auditeurs, alors, ils en ont pensé quoi? Alain, livre-nous donc tous les secrets du répondeur. Salut l'équipe de Capture Mag, un petit message pour parler un peu de Sacrée sorcière que j'ai trouvé vraiment très très cool. J'ai un petit bémol sur la toute fin, que je trouve un peu déconnecté du reste du film. C'est un Zemeckis peut-être un peu sage, en apparence du moins, mais qui a le mérite d'être généreux avec son spectateur, frais et surtout sans cynisme, ce qui est plus que bienvenu dans le paysage audiovisuel actuel. Voilà, merci pour votre travail et longue vie à Capture Mag. Et bonjour à l'équipe de Capture Mag, et bien moi je voulais réagir par rapport à Sacrée sorcière, qui est un bon film de Zemeckis, c'est un petit Zemeckis. Ça se laisse regarder. Je l'ai maté avec ma gamine de 9 ans qui a littéralement hurlé devant Jurassic Park. Et là, elle est restée devant sans problème. Elle a rigolé, elle a même demandé à le revoir. Et puis ça fait quand même du bien de voir un film familial qui nous prend pas pour des jambons. Mais ce film est soigneusement écrit. Ça alors, il est soigneusement mis en scène. Il est cadré. Éclairé, joué. Mais que vois-je? Mais c'est du cinéma. Bon, pas de bol, on n'a pas pu déguster au cinéma la dernière soupe du chef Zemeckis, mais elle reste quand même très goûtue. C'est sans doute une déformation professionnelle parce que j'ai été animateur quand j'étais étudiant, mais j'ai l'impression dans le livre comme dans ce film, de voir une sorte de sommet de carrière d'animateur en termes de grands jeux pour colonies de vacances ou centres de loisirs, et un vrai plaisir de s'adresser aux spectateurs ou aux lecteurs comme un enfant et de le convier au jeu. Ça se sent dans le travail des points de vue et des rapports d'échelle où on a toujours l'impression de jouer en équipe avec les personnages. Salut Capture, c'est Sébastien pour vous parler de The Witches. Le film est plutôt sympathique, c'est pas désagréable à regarder, pas de problème là-dessus. Je trouve simplement dommage qu'il abandonne dès au bout de 20 minutes tout le rapport entre le petit héros, sa grand-mère, tout ce qu'il pouvait avoir vis-à-vis de ses parents. Et c'est bien dommage parce que le film regorge de séquences visuellement qui sont vachement réussies. Et donc ponctuellement, c'est un film qui fonctionne et qui fondamentalement n'est pas désagréable à regarder, même si ça reste un petit Zemeckis. Voilà, merci, salut. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui.
Marie, Julien, Eric, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci à toi. Merci. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Dernière petite précision, on vous l'a déjà dit mais ça ne fait pas de mal de le répéter, on a changé de date de diffusion, désormais on est diffusé tous les mercredis. Allez, cette fois-ci c'est fini pour de bon, on se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain. Restez pas là, y a rien à voir, dégagez!